Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 erreurs à éviter quand on fait de l'investissement en bourse. Et quand je parle d'investissement ou de trading, je parle de long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Comme vous le savez, ceux qui me suivent, moi je fais que du day trading. Je fais parfois du scalping, mais en tout cas, toutes les positions que je prends, que ce soit à la vente ou à l'achat, je les prends au sein d'une même séance, c'est-à-dire au sein d'une même journée. Euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, par contre, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, donc, je fais des démonstrations de trading réel toutes les semaines. Je fais aussi des vidéos un petit peu pédagogiques comme celle-ci aujourd'hui. Et si j'ai fait cette vidéo alors que je ne fais pas d'investissement personnellement sur du long terme, c'est parce que je sais que derrière cet écran, il y a des gens qui en font bien sûr leur pain quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire du day trading, même si moi je ne passe qu'1 à 2 heures par jour sur mes écrans. Néanmoins, ce temps-là, tout le monde ne l'a pas. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo aussi pour les gens qui souhaitent investir sur le long terme sur les marchés financiers. Alors là, je vais vous parler que d'actions américaines parce que c'est mon marché. C'est ce sur quoi je me suis spécialisé depuis plusieurs années maintenant. Cependant, ce que je vais vous dire est valable également pour les autres marchés. Donc si vous êtes prêts, on va attaquer tout de suite. Alors comme c'est l'objet de cette vidéo, je vais vous expliquer les 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire quand on démarre l'investissement en bourse. Première erreur, trop se diversifier. Alors, trop se diversifier, ça veut dire quoi? Eh bien, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est d'aller sur trop de marchés. Ça ne sert à rien d'aller sur trop de marchés, c'est-à-dire, vous savez, il y a les actions, il y a le forex, il y a les matières premières, les crypto-monnaies, les indices, les obligations. Il y a énormément de marchés. Et puis en plus, au sein de ces marchés, si on prend les indices, vous avez plusieurs indices, hein, vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. Donc je vous recommande vivement, pour tout simplement vous simplifier les choses, vous simplifier la vie, de sélectionner un marché, voire 2 marchés maximum, et d'essayer de minimiser ce nombre de marchés. Pourquoi? Parce que comme ça, vous ne vous perdrez pas dedans et ça vous permettra aussi de vous spécialiser, de mieux connaître ces différents marchés. Autre chose aussi, une erreur classique, mais qui fait partie de cette première erreur qui est de trop se diversifier, c'est d'avoir ce qu'on appelle plusieurs lignes. Ça va avec, bien entendu. Il y a souvent des gens, si on reste par exemple sur cet exemple du marché action, qui, quand ils commencent leur investissement en bourse, ne peuvent pas s'empêcher d'acheter 10, 20 actions différentes, c'est-à-dire d'avoir 10 ou 20 lignes de titres différentes. Pourquoi? Parce que forcément, ils ont envie de se diversifier, parce qu'on l'entend à la télévision. On le voit parfois dans les bouquins aussi où ils conseillent de se diversifier. Sauf que le problème, c'est que l'investisseur lambda va vouloir se diversifier tout de suite. Il ne va pas vouloir se diversifier en sélectionnant correctement ses titres, en sélectionnant correctement ses valeurs. Il va vouloir le faire tout de suite. Je vois ça très souvent, je l'entends très souvent. La personne va ouvrir un compte titre et puis il va tout de suite aller acheter les actions qu'il connaît d'ailleurs. Hein, les Apple, les Microsoft, les Total, BNP, enfin bref. Les valeurs très connues, les célèbres entreprises, les blue chips comme on dit aux États-Unis. Parce que il voudra commencer tout de suite et voir tout de suite si des valeurs se comportent mieux que d'autres sur du court terme. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on ne sélectionne pas ces valeurs parce qu'on les connaît, on sélectionne ces valeurs parce qu'elles nous donnent des signaux intéressants d'entrée en position ou pas. Elles ont des belles perspectives de croissance ou pas. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure sur la partie qui concernera la protection du capital, qui fait partie d'une des erreurs qui va venir. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples concrets avec des actions concrètes, comment on fait pour comment rentrer en position correctement, où placer ses stops. Bref, ce sera plein d'exemples intéressants, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais vous parler maintenant de la suite. Deuxième erreur, même si je me suis un peu étalé sur la première, deuxième erreur typique, c'est de vouloir acheter absolument des actions pas chères. Alors, par action pas chère, qu'est-ce que j'entends? J'entends les actions souvent, ce qu'on appelle des penny stocks, des actions qui cotent moins de 10 $. Et parfois, les gens vont aller chercher des actions qui cotent moins de 5 $ ou 5 euros. Excusez-moi si je parle en dollars, c'est parce que je suis toujours assez focus, moi, sur mon marché, qui est le marché américain. Mais ils vont vouloir acheter des actions pas chères, parce que les actions pas chères, pour eux, sont forcément des actions qui vont avoir un potentiel dans le futur de hausse.
Alors que des actions qui cotent parfois 50, 80, 150, 200 dollars, ils ne vont pas les prendre parce que dans leur tête, ces actions-là sont déjà bien grimpées, elles sont déjà allées trop haut. Pourquoi? Parce que l'investisseur débutant va regarder un graphique, comme on voit ici le graphique ADP que j'ai sous mes yeux. Il va regarder un graphique et il va voir le graphique sur une certaine période. Là, un graphique une semaine, c'est-à-dire que c'est un graphique très long terme, je vais y revenir après. Il va dire, oh là là, l'action ADP, Automatic Data Processing, ouais, mais enfin, elle était à 39,40 ici, là, au plus bas, grosso modo. Et là, aujourd'hui, elle est à 179 dollars. C'est trop tard, c'est trop cher, c'est pas possible. Or, il va avoir comme seul élément de comparaison le point bas qu'il a sur son graphique, le point le plus bas qu'il a sur son graphique, et va prendre comme référence ce montant-là comme étant un indicateur qui nous signale que l'action maintenant est trop chère. Mais il y a des actions qui sont capables de passer de 180 dollars comme l'action est là à 300, 400, 500 dollars. Je vous donne un exemple très célèbre, mais c'est pas le seul, il y en a des centaines comme ça. Tesla. Regardez Tesla, c'est une action qui a été capable de coter 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 300 dollars. Les gens l'avaient trouvé trop cher, mais le marché en a décidé autrement et l'action est grimpée bien plus haut. On revient à ça tout de suite après. Troisième erreur, très très connue aussi, c'est que les gens ne souhaitent pas mettre de stop de protection. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme stop de protection, un stop de protection, c'est à l'inverse d'une target, d'un objectif, c'est un niveau sur lequel, si le marché est touché, vous êtes théoriquement sorti du marché avec une perte, d'accord? Donc, pour mieux vous imager la chose, je vais vous montrer encore une fois concrètement comment ça se passe sur le graphique, par exemple, ADP. Alors, là, on est sur graphique une semaine. Voilà, je vous disais que j'allais y revenir juste après, et j'y reviens maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, le marché est représenté par ce qu'on appelle en bourse ici des bougies japonaises, qui sont représentées par des couleurs vertes et rouges. Voilà. Une bougie verte, c'est une bougie qui a clôturé à la hausse. Pour faire simple, hein, il y a des tonnes de bougies et des tonnes de significations différentes, mais pour faire très simple, une bougie verte, c'est une bougie qui a clôturé à la hausse. Une bougie rouge, c'est une bougie pendant cette semaine-là, le marché a plutôt baissé, d'accord? Maintenant, si on demande à un enfant de 5 ans de repérer ici même la tendance du marché, est-ce que le marché monte ou est-ce qu'il est baissier, vous verrez tout de suite que le marché est haussier. Il suffit d'un coup d'œil de tracer une ligne et de voir qu'il est haussier. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse pédagogique sur les bougies japonaises et sur la tendance d'un marché. Là, la tendance est haussière, ça se voit tout de suite. Maintenant, quelqu'un qui voudrait acheter le marché aujourd'hui, va se dire par exemple, bon, j'ai un portefeuille de, je vais vous dire un exemple concret, de 10 000 euros, 10 000 dollars, et je voudrais l'acheter. Voilà, je souhaite ne pas perdre plus de 300 dollars sur le titre, c'est parfait. Alors, on va aller ici, 300 dollars c'est déjà positionné. La personne voudra calculer sa taille de position. Je vous la fais très rapidement parce que sur la plateforme ProRealTime, c'est super génial. On a un calculateur automatique de taille. Il va se dire, voilà, je voudrais acheter autour des 180 dollars et je voudrais mettre un stop ici en dessous des 160 dollars. Voilà, alors là, qu'est-ce que vous voyez sur la gauche? On voit que la quantité a été calculée automatiquement par le logiciel ProRealTime et donc là, il vous donne 15 titres à acheter, 15 actions à acheter, pas plus. Donc pour en revenir à cet exemple-là, si jamais vous achetez au niveau des 180 dollars, ce qui est pas une mauvaise idée, je ne donne pas de conseils en investissement, hein, je ne vous dis pas d'acheter le titre, hein, il va falloir que vous ayez un stop de protection. Parce que si malgré tout vous vous êtes trompé dans votre scénario, il va falloir que vous ayez une protection pour protéger tout simplement votre capital. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils ne mettent pas de stop de protection. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand un marché se retourne, tenez, regardez cet exemple ici, il y a des gens qui ont acheté à 170 dollars à ce niveau-là, au niveau du mois de janvier 2020. Ils auraient pu mettre un stop de protection à ce niveau-là, au niveau, disons, des 150 dollars, ce qui n'aurait pas du tout été une mauvaise chose. Finalement, ils ne l'ont pas mise et ils ont, certains d'entre eux, perdu beaucoup plus à cause de la crise du coronavirus qui était passé par là et qui n'en a pas encore fini. Mais cependant, il y a des gens qui sont sortis avec une perte plus importante que leur stop.
Donc la protection du capital est une chose vraiment essentielle et je vous recommande vraiment de l'employer. On va passer maintenant à l'erreur suivante. Quatrième erreur, très célèbre, et malheureusement qui est encore pire que la troisième, c'est de renforcer une position perdante. Ou alors, dans le jargon, on appelle ça moyenner à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, alors là pour l'exemple concret, je vais vous parler d'une action que je connais un petit peu parce que j'en ai entendu tellement parler, c'est l'action Carrefour, voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un carnet d'ordre, voilà. Là, on est pareil, on est sur un graphique une semaine, et il y a des gens qui avaient acheté l'action Carrefour, je dis une bêtise, par exemple ici, voilà, qui l'ont acheté ici. L'action Carrefour a continué de baisser, et ils se sont dit, super, c'est une opportunité d'achat intéressante, puisque l'action a encore baissé. Et du coup, ils ont renforcé leur position. Alors, l'action continue à baisser, voilà, parce que la tendance du marché est tout simplement baissière. Un enfant de 5 ans pourra vous le dire aussi en regardant cette espèce de toboggan qu'on voit. Et il renforce la position perdante. Là, il y a, entre 2016 ici et milieu 2017 ici, il y a une grosse cassure à la baisse, encore une fois. Et ils renforcent leur position perdante. Là, le marché remonte un petit peu, ils ont bon espoir, et le marché continue de baisser. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous montrer d'autres exemples pour l'instant. La leçon à retenir là-dedans, c'est que c'est dévastateur de renforcer une position perdante. Déjà, de ne pas mettre de stop sur un cas comme celui-ci, c'est dévastateur parce que votre capital en attendant peut très bien chuter de moitié, d'accord? Mais en plus, renforcer une position perdante, votre capital accélère sa chute. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. C'est une erreur énorme. C'est une erreur énorme. Il faut renforcer une position quand elle est gagnante. À la limite, oui, c'est une excellente chose, renforcer une position gagnante, parce que vous êtes en train de gagner. Vous pouvez renforcer peut-être pas de 15 titres, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais de 5 titres, par 5 actions, par 5 actions. Il n'y a aucun souci là-dessus, parce que vous êtes en train de gagner, donc vous êtes en train de faire gonfler votre capital. Mais si les gens ne mettent pas de stop, erreur numéro 3, et qui renforcent une position perdante, erreur numéro 4, c'est tout simplement pour un biais psychologique qui est très connu, qu'on appelle l'ego. En trading, comme dans d'autres domaines, les gens n'aiment pas perdre. Ils n'aiment pas ça, et le fait de couper leurs pertes, ça voudrait dire de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Et je vous déconseille de le faire. Vous allez voir après pourquoi, je vais vous donner un truc très puissant, pourquoi il est vraiment vivement recommandé de couper ses pertes et surtout de ne pas renforcer une position perdante. Je vais y revenir juste après. Erreur numéro 5, essayer d'attraper les creux ou les sommets. Heureusement, cette erreur-là, elle est très connue aussi, mais heureusement, c'est une erreur qui est moins fatale pour beaucoup de gens, parce que sinon les gens ne feraient rien du tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire être en mesure tenez, je vais vous montrer voilà, cette partie-là de l'action Carrefour. Ça veut dire attraper les creux et les sommets. Ça veut dire être en mesure d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, par exemple ici, sur cette période-là. D'accord? Je vais vous montrer la règle. Hop, boum, et boum. Voilà. Ça, c'est un coup de poker. D'accord? C'est extrêmement rare. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien d'impossible, mais considérez que ça l'est, de rentrer au plus bas et de sortir au plus haut. D'accord? Vous voyez les lignes vertes et rouges qu'il y a là? Ce sont les moyennes mobiles. La verte, c'est une moyenne mobile 20 périodes et la rouge, c'est une moyenne mobile 50 périodes. C'est-à-dire que c'est tout simplement une ligne qui est tracée, pondérant les 20 ou les 50 dernières journées, qui vous donne une moyenne et qui suit la tendance du marché. D'accord? On pourrait enlever les courbes qu'il y a ici, les moyennes mobiles, et on verrait bien que de 2011 jusqu'à 2012, la tendance était plutôt baissière, et de 2012 jusqu'à 2014, la tendance était plutôt haussière. On n'a pas besoin de ces lignes-là. Néanmoins, quelqu'un qui voudrait effectivement investir de manière correcte pourrait au moins se fixer une règle qui est la suivante, c'est de acheter le marché quand les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, par exemple ici. Là, voilà, c'est un point qui est très intéressant pour l'achat. Voilà, parce que le marché, les moyennes mobiles se sont croisés et s'orientent véritablement à la hausse, et puis le marché reprend une tendance haussière. Mais on n'achète pas au plus bas. C'est vrai, mais on achète sur un point qui est
sécurisant, j'ai envie de dire, où il y a les probabilités qui sont avec nous, les probabilités que le marché est véritablement en train de reprendre le chemin de la hausse. Et ensuite, on revend quand les moyennes mobiles, par exemple, peuvent se recroiser à la baisse. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais on n'aura pas le plus haut ni le plus bas. Voilà, et ça, il faut absolument arriver à se convaincre que vous ne pourrez jamais, même si j'aime pas dire jamais parce qu'il n'y a rien d'impossible, mais là, c'est comme quelqu'un qui veut faire 1000 euros avec son capital et le transformer en 100 000 à la fin de l'année. Ce n'est pas impossible, mais il y a une chance sur 1 million, peut-être plus. Voilà. Et là, vous avez encore moins de chances de transformer un capital de 1000 à 100 000 que de... pardon, vous avez encore moins de chances, vous avez plus de chances de transformer un capital de 1000 à 100 000 que de rentrer au plus bas et de sortir au plus haut. Voilà, je ferme la petite parenthèse, mais ça c'était pour l'erreur numéro 5. Erreur numéro 6, ne pas laisser courir ses gains, aller jusqu'à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors là, petit conseil d'investissement, je vais vous remontrer le graphique qu'on a vu tout à l'heure, le graphique ADP. Voilà, ne pas laisser courir ses gains, ça fait partie aussi d'un des biais psychologiques, et celui-là c'est l'inverse de l'ego, c'est très souvent la peur. On a peur de voir ses gains s'évaporer, donc on les prend vite. Et parfois, on prend ses gains plus vite qu'on prend ses pertes, parce que on est en train de gagner 200, 300 $, et on veut prendre ses gains. Or, notre stop est à 300 $, et on est d'accord pour prendre des gains inférieurs à ce qu'on risque. Lorsqu'on fait de l'investissement long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, je vous déconseille de faire cette technique. Je vous déconseille de faire cette technique et je vais vous, justement, je vous l'ai promis tout à l'heure, vous donner une technique très simple, très claire pour savoir comment fixer correctement ces objectifs, ce qui vous aidera peut-être à tenir votre position plus longtemps. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on est toujours sur le graphique ADP. Moi, personnellement, j'adore acheter sur des plus hauts lorsque, justement, on a ce genre de pullback qui est dessiné ici. Parce que pour qu'un marché monte, moi, c'est comme ça que j'ai appris, il faut qu'il le prouve. Et il ne peut pas le prouver en descendant. Un marché qui descend ne peut pas prouver qu'il va monter. Regardez Carrefour, et ça, c'est qu'un exemple. Là, par exemple, je souhaite acheter. Alors, je risque toujours 300 $, c'est très très bien. Allons-y. Voilà, je vais par exemple me dire, tiens, je vais acheter, ce n'est qu'un exemple, hein. Hop, je mets un stop ici à 300 $, excellent. Ça nous fait donc 15 titres, voilà. Et où je mets mon stop, mon objectif, eh bien, je vous recommande de le mettre, voilà, grosso modo, à 3 fois votre stop. Voilà l'objectif. Où est-ce qu'il doit être placé? 3 fois votre stop. Pour moi, en swing trading, c'est un minimum. Les avantages, les avantages sont multiples avec cette technique. Premier avantage, c'est que avec cette technique, vous pourriez très bien vous tromper 2 fois sur 3 et être rentable malgré tout. Pourquoi? Vous vous trompez une première fois, vous perdez 300 $. Vous vous trompez une deuxième fois, vous perdez 300 $. Et la troisième fois, vous gagnez, d'accord? Et vous gagnez 1000 $. 3 trades, un gagnant, 2 perdants, c'est ce qu'on appelle le money management, et pourtant vous êtes rentable. Vous êtes rentable avec seulement 33% de probabilité de succès. Et ça, c'est excellent. Deuxième astuce, c'est que si votre objectif, comme on le voit ici, excusez-moi, si votre objectif atteint un risk-reward déjà de 1 pour 1, eh bien, ne prenez pas vos bénéfices tout de suite, mais par contre, rien ne vous empêche de remonter votre stop de protection de moitié une fois que cette première ligne d'objectif est atteinte. Remontez votre stop de moitié, ne risquez plus que 150 $. Le marché est déjà monté, il a atteint déjà 300 $, super. Maintenant, ne prenez pas vos bénéfices maintenant, c'est un peu tôt, parce que si jamais vous perdez le trade, si le trade se retourne, c'est un petit peu tôt pour prendre ses bénéfices, parce que
cela ne suffira pas à compenser les éventuelles pertes que vous pourrez faire par la suite. Ce n'est pas certain que vous fassiez des pertes, mais il y a une forte probabilité, et c'est tout à fait normal dans la vie d'un investisseur, de faire des pertes. Il faut les accepter, il y en aura, et il y en aura toujours des pertes, d'accord? Mais si vous n'avez pas de gain assez significatif pour compenser vos pertes, ça ne sert à rien, parce que vous n'arriverez pas à être rentable sur le long terme, à moins d'être un excellent magicien et d'arriver à deviner quelles sont les actions qui vont monter à tous les coups. Voilà. Autre chose très intéressante avec la technique de remonter son stop de moitié lorsque l'objectif a atteint déjà un premier niveau satisfaisant pour justement protéger son capital, c'est que même si le marché après se retourne, vous ne perdrez donc que 150 $. D'accord? Et si jamais ça vous fait 2 fois le coup, en 2 trades, vous n'aurez plus perdu 600 $, mais que 300 $. Donc du coup, vous avez de la marge. Vous avez de la marge encore parce que vous avez su protéger votre capital de manière satisfaisante. Pareil, si le marché atteint le deuxième palier à 600, voilà, à peu près là, eh bien, rien ne vous empêche, cette fois-ci, de remonter votre stop au niveau 0. Et là, vous ne perdez plus rien. Et vous pouvez, c'est quand même beaucoup plus confortable d'attendre quand vous n'avez rien à perdre que quand vous êtes déjà pendu à un risque de 300 $. Là, vous êtes à 0, vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez qu'à attendre que l'objectif se réalise tranquillement. Et enfin, dernier conseil qui pourra peut-être vous intéresser, celui-ci, parce qu'en trading, le véritable sentiment qu'on ressent très régulièrement, et je sais de quoi je parle, c'est la frustration. Et la frustration, c'est aussi bien quand on perd que quand on gagne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on gagne 1000 $ alors qu'on a risqué 300, c'est excellent. Vous avez respecté votre plan, je vous félicite. Mais quand le marché finit par monter encore beaucoup plus haut, même si on dit toujours que les marchés ne grimpent pas jusqu'au ciel, il y a des actions qui sont capables de montrer le contraire, mais enfin ceci dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rentrer au plus bas et sortir au plus haut. Mais cependant, j'ai une astuce qui pourra vous aider là. Là, quand le marché a touché vos 1000, je vous déconseille également de mettre un objectif fixe. Mettez-vous une alerte quand ça sonne. Quand ça sonne, préparez-vous à sortir. Parce que si jamais l'objectif explose, si jamais le marché explose vos objectifs, vous regretterez peut-être d'être passé à côté de 1200, 1300 $ parce que vous vous êtes fait toucher à 1000 $. Mettez une alerte et jugez s'il est bon de sortir tout de suite, immédiatement ou pas. D'accord ? Et deuxième chose, très importante, c'est que lorsque ça touche vos 1000 $ de gains, qu'est-ce qui vous empêche également de prendre les 2/3 de votre position, c'est-à-dire environ 600 $, d'accord, et de laisser courir les 400 $ restants à coup de remonter son stop et ne faire que ça sans fixer d'objectif second. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez vos 600, 700 $ et vous laissez courir les 300-400 restants. Et là, votre stratégie ne sera que de remonter son stop par palier à chaque fois que le marché fait un point bas, là comme début 2021, hein, là où j'ai mis le stop d'origine. Vous remontez votre stop de cette manière-là. Et de cette manière-là, vous pouvez vous permettre de laisser courir vos gains plus haut sans vous fixer véritablement d'objectif. Ou alors, vous restez sur votre objectif fixe, c'est de prendre 3 fois votre risque, les 1000 $. Et c'est déjà très très bien. Enfin, 7e et dernière règle, dernière erreur surtout, qu'il ne faut pas faire, je vous déconseille de faire cette erreur-là, c'est d'écouter les news, d'écouter les infos économiques et de boire leurs paroles. Évidemment, vous pourriez vous dire la même chose par rapport à moi. Vous pourriez vous dire, oui, mais pareil, lui, je l'écoute, c'est gentil, mais les news, quand même, c'est quand même quelque chose de sérieux, c'est quand même quelque chose de fiable. Je plaisante, c'est quand même quelque chose de sûr, etc. etc. Voilà. Je vous déconseille d'écouter les news pour une simple raison, c'est que souvent ils se trompent, ils n'en savent pas plus que vous, ils ne peuvent pas non plus eux-mêmes prédire l'avenir, d'accord? Et puis parce que surtout, c'est surtout ça, ça risque de biaiser votre jugement. Ça risque de biaiser votre jugement. Combien de fois on a parlé de crise et qu'elles n'ont pas eu lieu? Ils sont tous à prévenir d'une crise, tout le temps, qu'il y aura une bulle, qu'il y a un crash qui va venir, etc., etc. Mais ils sont incapables de vous donner la date, d'accord? Et je les comprends, moi j'en suis incapable également. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant que les marchés sont haussiers,
soyez haussier. Si les marchés sont baissiers, comme on l'a vu tout à l'heure sur Carrefour, tant que le marché n'a pas changé sa tendance, n'achetez pas des actions qui sont baissières. Ne les achetez pas, c'est trop risqué. Encore une fois, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. Mais suivez cette règle simple, d'accord? Ou alors plutôt évitez cette erreur bête d'écouter les news économiques. C'est une erreur qui est vraiment fatale aussi parce que, non pas tellement que vous allez perdre votre capital, mais vous allez en fait ne rien faire de votre capital si vous vous mettez à écouter trop les news. D'accord? Vous aurez trop de news, trop d'attentes d'une nouvelle économique ou politique. Ah, il faut que j'attende avant de me positionner parce qu'il y a le discours de telle personne. Non, ça ne sert pas à grand chose sur les marchés des actions américaines. Ou le marché, beaucoup d'autres marchés d'ailleurs, ça ne sert pas à grand chose. Lorsqu'on achète des actions, ce qui compte le plus, c'est la tendance du marché. Et là, la tendance du marché, elle est haussière. Ça veut dire qu'il y a un engouement pour le titre et que ça continue à le faire. Tant qu'il n'y a pas de signaux vendeurs, il n'y a pas de raison de paniquer, d'accord? Est-ce que pendant le coronavirus, effectivement, il fallait acheter? Absolument pas, on avait une forte correction. Là, le marché s'est repris, précisément, il s'est repris véritablement en octobre 2020. Là, il a cassé un plus haut, il a fait un pullback sur la ligne de la moyenne mobile qui a fait semblant de se croiser pendant toute cette période-là. Là, elle se recroise à la hausse. Pour moi, c'est une action qui devrait rentrer dans une liste de candidats intéressante. Voilà. Maintenant, je vous le dis, je vois aujourd'hui ce que je vois, je ne sais pas ce que demain ça va être, d'accord? Mais il est très important de se fixer ce genre de règles et ce genre d'erreurs à éviter lorsqu'on investit sur du long terme. Et je vous recommande vraiment de prendre en compte ces erreurs types lorsqu'on investit en bourse parce que c'est des erreurs qui peuvent soit vous ralentir, soit vous faire perdre de l'argent et surtout, pire encore, vous dégoûter de la bourse à vie. Bon voilà, j'espère que ces 7 erreurs à éviter vous auront été utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça me fera plaisir parce que ça me permettra d'être encore mieux référencé pour tous ceux qui, comme vous, ont envie d'apprendre le trading. Si vous avez envie d'apprendre le trading, je dirais de manière intraday, n'hésitez pas à venir vers moi, n'hésitez pas à regarder mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne également, abonnez-vous au cercle privé aussi parce qu'une fois par mois, je fais des séances de trading live en direct YouTube. Surtout, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser, des questions en rapport avec les vidéos, à me les poser dans la partie commentaires et j'essaierai mieux que possible de vous répondre. En attendant, passez une excellente fin de journée et puis moi je vous dis à très bientôt et bon trade à tous.